Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre rendez-vous de la COP éducative de cette semaine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, on va attendre encore quelques minutes. On va attendre 15h05 pour que je puisse accepter les derniers participants qui nous rejoignent. Et à 15h05 pile, nous pourrons commencer notre 24e webinaire. Bon, je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 24e rendez-vous de la COP éducative Brésil. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Lucia Claro, qui était déjà intervenue lors d'un précédent webinaire. C'était le webinaire 17, dans lequel elle nous avait parlé de concevoir et animer une classe virtuelle de FLE, un dialogue entre la didactique des langues et les technologies numériques. Je vous invite donc à aller sur la page FProf Brésil YouTube, sur lequel vous pourrez accéder à ce webinaire 17. Aujourd'hui, Lucia va nous parler une nouvelle fois de la classe virtuelle, mais d'un autre point, puisqu'aujourd'hui, elle va évoquer favoriser la prise de parole et les interactions orales en classe virtuelle de FLE. Donc, Lucia Claro, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, elle est formatrice, enseignante-chercheur de langue à l'Université de Sao Paulo. Et à travers ce webinaire, elle va évoquer plusieurs points, donc comment favoriser la prise de parole et multiplier les interactions orales tout au long d'une séance de classe virtuelle et de quelle manière la planification préalable est essentielle pour atteindre ces objectifs. Donc, juste avant de laisser la parole à Lucie, je tenais à vous rappeler que pour celles et ceux qui ont demandé un certificat, il est nécessaire de laisser votre caméra allumée tout au long de l'intervention de Lucia et tout au long du webinaire. Vous devez également vous renommer. Donc, comme vous l'a dit Ingrid, sur votre vidéo, vous avez la possibilité, vous voyez des 3 petits points, et là, vous pouvez vous renommer et faire apparaître votre nom et prénom intégralement. Également, à la fin de l'intervention de Lucie, juste avant la réponse aux questions ou peut-être pendant la réponse aux questions, un mot mystère va vous être donné sur le chat par Ingrid ou Valdemar, les 2 animateurs IFProf Brésil que vous connaissez sûrement déjà. Donc, soyez attentifs à ce mot mystère puisqu'il vous sera demandé lors du questionnaire de satisfaction. Voilà pour les modalités de l'obtention de certificat. À proprement parler pour le webinaire du jour, c'est plus ou moins comme d'habitude, c'est-à-dire que Lucia va parler plus ou moins 50 minutes et un temps d'échange sera consacré à la fin de son intervention dans lequel Lucia répondra à vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long de son intervention à poser vos questions sur le chat. Valdemar, Ingrid et moi, on les recensera, ces questions, et on les dira oralement à Lucia et vous aurez également la possibilité d'activer vos micros. Voilà, mon introduction était un petit peu longue. J'arrête là et je laisse la parole à Lucia. Merci encore d'être présente parmi nous. On est très content de vous revoir. Merci beaucoup Marjorie. Je suis très contente d'être parmi vous. Moi aussi, je suis ravie de participer une nouvelle fois au webinaire des rendez-vous de la coopération éducative. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Et j'aimerais tout d'abord commencer par des remerciements. Donc, je remercie tout d'abord Marjorie Ponce de son aide pour l'organisation du webinaire, de m'accompagner aujourd'hui. Je remercie également tous les animateurs IFProf Brésil qui nous accompagnent, Valdemar, Ingrid, nous avons la présence d'Aline aussi que je remercie. Je remercie Louise Roudville. Donc, beaucoup de personnes à remercier et j'aimerais remercier aussi chacun et chacune d'entre vous de votre intérêt pour ce thème et de votre présence à ce webinaire. Et on va tout de suite commencer. Je vais commencer par partager mon écran avec vous. Et mon écran, voilà, il va un peu me guider dans les étapes de ce webinaire. Donc, je commence par le titre, favoriser les interactions orales dans un cours en ligne. On va parler d'interaction et surtout d'interaction orale. Donc, j'aimerais le préciser. Prise de parole, interaction orale, voilà, c'est vraiment notre thème d'aujourd'hui. Mon nom complet, c'est Maria Lucia Claro Cristóvão. Comme c'est un peu long, j'ai l'habitude de signer juste Lucia Claro. Et voilà, c'est parti. Je vais commencer par vous montrer le plan que j'ai prévu pour ce webinaire. J'ai prévu un plan divisé en 3 étapes.
D'abord, j'aimerais vous parler de l'interaction orale, quelques repères, de repères théoriques et de repères des conséquences pratiques aussi pour nous. Ensuite, j'aimerais parler des enjeux de la prise de parole dans un cours présentiel et surtout dans un cours à distance. Et pour terminer, c'est la partie la plus pratique de notre webinaire. J'aimerais partager avec vous quelques pistes de travail et des activités pratiques. Voilà, ce sont les 3 étapes de notre webinaire aujourd'hui. Et je commence par la première partie, interaction orale, quelques repères. Alors, j'aimerais commencer, comme c'est un cours, comme c'est un webinaire où on va parler des interactions, j'aimerais commencer par une interaction avec vous. Ce ne sera pas une interaction orale tout de suite, ça on va laisser pour la fin, mais j'aimerais commencer avec une interaction écrite avec vous. Voilà, Ingrid, elle vient de partager sur le chat un lien et je vais vous demander de cliquer sur ce lien et de répondre à cette question que je vous propose. Voilà la question. Si je vous dis interaction orale, vous dites, et je vais vous demander de rédiger ou des définitions. C'est quoi pour vous l'interaction orale? En tant que prof de FLE, pensez à quoi quand on vous dit interaction orale? Et vous avez des commentaires, parfois c'est pas une définition, mais c'est un petit commentaire. Est-ce que vous avez des réflexions à partager sur ce thème? Voilà, donc je vous invite à cliquer sur le lien. Et on va arriver à un espace, c'est un Framapad, donc c'est un outil d'écriture collaborative. Et l'idée, c'est de partager nos idées, nos représentations, nos commentaires sur les interactions orales en classe de FLE. Voilà, vous pouvez juste donc participer, il suffit de cliquer et commencer à rédiger. C'est très très simple. On y va. Très bien, je vois plein d'idées déjà. Très bien. Partage, timidité, échange. Très, très bien. Super, il y a plein d'idées. Ça va nous aider pour la suite. Prise de parole. Super, il y a des commentaires, il y a des définitions. C'est un peu un remue-ménage aussi, ce qui est très intéressant. Très bien. Super, prise de risque. Prise de parole. Génial, vous avez beaucoup d'idées, des idées très intéressantes qui seront importantes pour nous. On va reprendre beaucoup de ces thèmes pendant ce webinaire. Merci. Je vais essayer de reprendre un peu tout ce que vous avez dit. Donc, sentiment de liberté, partage, timidité, peur. C'est intéressant parce qu'il y a les aspects positifs. Il y a aussi les craintes, n'est-ce pas, les défis, avoir le trac, avoir peur, échange, discuter, motivation, partage, participation, débat, courage, intérêt, enthousiasme, peur, timidité, création d'une ambiance protégée, rôle de l'enseignant, notamment quand il y a trop d'erreurs de la part des apprenants, oui, prise de parole, créativité, réfléchir sur les sujets qui plaisent aux élèves, très bien. Encore le thème des discussions, échanges, faire connaissance, expression de soi, connaissance du thème de l'autre, prise de parole, prise de risque, essayer, négociation, amitié, apprendre, échanger, partager, réponse, analyser. Génial. On parle aussi de l'ambiance, c'est important, on va en parler, l'ambiance de la classe, l'ambiance du groupe et des échanges. Très bien, donc merci beaucoup de votre participation. Il y a plein d'idées, il y a plein de thèmes. Et je pense que plusieurs de ces thèmes ils seront abordés pendant ce webinaire. Donc, je vous remercie pour cette première participation. Je vais continuer à compter sur vous parce qu'il y a plusieurs thèmes qu'on va reprendre. Donc, je continue. Vous aviez dit échange, vous aviez dit partage, vous aviez dit ambiance de la classe, parfois une crainte. On va reprendre tout cela. Je vais commencer par partager avec vous une définition que j'aime beaucoup. Voilà, la parole en interaction, elle est produite pour et avec ceux à qui elle est destinée. Cela signifie qu'elle est élaborée et réorientée continuellement en fonction des destinataires et qu'elle est co-construite avec eux. C'est une définition d'un ouvrage dont je vais vous laisser les références à la fin, qui a été rédigé par Gérard Vignier et d'autres auteurs. Donc, on a déjà la question de l'échange.
Et on a la question d'une co-construction. Donc, c'est un discours qui est fait de manière collaborative et qui est réorienté, reconstruit en permanence. Échange apporté par la recherche scientifique. Donc, quand on parle d'interaction orale, c'est très important d'aller voir ce qu'en dit la recherche scientifique, parce que beaucoup des informations que nous avons aujourd'hui, voilà, elles viennent de ces recherches, et c'est important de ne pas le perdre de vue. Donc, après, je vais vous laisser les références, mais j'aimerais partager avec vous quelques éclairages qui sont venus de recherches scientifiques. Après, je vous laisse les noms des auteurs sur lesquels je me suis basée. Donc, première information, c'est l'importance de l'interaction et des aspects sociaux et collaboratifs pour qu'il y ait apprentissage. Donc, l'apprentissage, il est étroitement lié à l'interaction et aux liens sociaux. Donc, c'est dans et par l'interaction qu'il va y avoir mobilisation et engagement de la part des apprenants. Il va y avoir construction, développement et acquisition des compétences langagières. Développement de relations interpersonnelles, donc il ne faut pas oublier, et vous l'aviez dit dans dans l'activité précédente, vous aviez parlé de cet aspect de ambiance, n'est-ce pas, de tisser des liens, les aspects sociaux, ça ce sera très important. C'est très important pour l'interaction, on va en parler. En classe de FLE, j'arrive à quelle conclusion? Je vois que c'est essentiel pour nous de travailler, très important de travailler avec l'approche partage. À l'approche partage, on associe la réception à la production. Donc, ça, c'est très important parce que l'apprenant, il ne va pas seulement faire une activité de lecture ou de compréhension orale, donc compréhension écrite, compréhension audiovisuelle, mais il sait qu'il va devoir produire. Il sait qu'il va devoir agir. Donc, il est dans une position active. Et donc, voilà, ça, c'est essentiel pour l'apprentissage. Dans les tâches, on va proposer des négociations interactives, des activités collaboratives. Donc, on va favoriser les interactions. Je vais faire j'aimerais faire une petite précision par rapport à la distinction entre production orale et interaction orale. Dans ce webinaire, je vais utiliser cette distinction. Et c'est une distinction qui apparaît dans le cadre européen et qui nous sera, je la trouve bien pratique pour montrer vraiment de quoi on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas parler de production orale. Production orale, ce serait s'exprimer oralement en continu. Donc, ce serait un monologue suivi. Par exemple, s'adresser à un auditoire. Donc, on a un utilisateur, un locuteur qui s'adresse à plusieurs auditeurs. Donc, on a une prise de parole qui se déroule de manière continue, sans interruption et sans échange direct, sans alternance du tour de parole. Et il y a l'interaction orale. Donc, l'interaction orale, ce serait prendre part à une conversation. Et si vous observez les petites images que j'ai choisies, vous voyez un peu la différence. Pour les interactions orales, l'utilisateur, il est à la fois locuteur et auditeur. Et il y a une alternance des tours de parole. Donc, il y a une co-construction du discours conversationnel. Et c'est sur ce point-là, sur cette activité langagière qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, on ne va pas parler de production orale en continu, mais on va parler de l'interaction orale. Conséquences dans un cours en ligne. Voilà, notre thème d'aujourd'hui, c'est les interactions orales dans un cours en ligne. Si on pense à un cours en ligne, quand on a les séances synchrones, il y a des moments d'interaction, il y a des moments de production. Et dans les séances asynchrones, quand les élèves travaillent en autonomie, ils peuvent très bien travailler la production orale avec des outils d'enregistrement qui sont nombreux. On a beaucoup d'options. Ils peuvent s'enregistrer, enregistrer leur production orale ou une production vidéo, audiovisuelle, et la poster sur un espace commun, l'envoyer au professeur, ou la poster sur un espace commun, c'est toujours plus intéressant parce qu'on a une production collective. Mais pourquoi je dis ça? Je dis ça pour attirer votre attention sur le fait que la production orale, on peut la pratiquer en dehors des cours synchrones. Par contre, l'interaction orale, elle est beaucoup plus difficile à travailler quand on n'est pas ensemble. D'où l'importance de privilégier cette activité langagière dans les séances synchrones. Parce que très difficilement, l'élève il pourra pratiquer cette interaction, cette co-construction du discours. Il faudrait que ce soit une activité en groupe
ou un binôme programmé de manière asynchrone. Donc, c'est plus complexe, c'est pas toujours facile. Donc, mon idée aujourd'hui, c'est d'essayer de privilégier l'interaction orale quand on est en mode synchrone. Parce que c'est peut-être la seule activité langagière que les élèves ne pourront pas pratiquer en autonomie. Pour résumer, l'interaction orale est une activité langagière essentielle dans l'enseignement, déjà essentielle pour l'apprentissage. Elle est essentielle dans l'enseignement-apprentissage de FLE. Elle est souvent peu développée en classe de langue, pour plusieurs raisons, contraintes de temps, de programme, etc. Elle est plus difficile à acquérir qu'une parole se déroulant en continu. Voilà. Très souvent, les élèves se sentent un peu plus à l'aise quand ils peuvent préparer le discours et prendre la parole de manière continue. Quand il y a un jeu de rôle ou un exercice en interaction, normalement, ils trouvent ça plus difficile. Elle a été souvent peu développée dans l'apprentissage des langues médiatisées par les technologies. C'est un ouvrage que je vais vous conseiller aussi, qui parle de l'enseignement de l'oral en ligne. Et Guichon-Itellier, il cite l'interaction orale comme une activité langagière peu développée, un peu plus maintenant, parce que maintenant nous avons les outils des visioconférences poste à poste. Donc, si on prend l'historique de l'enseignement du français en ligne, plus récemment, on a beaucoup plus de possibilités, mais il y a des défis quand même du tout en ligne. Donc, on a la possibilité de travailler avec les plateformes de visioconférences. C'est possible, tout à fait, mais il y a quelques défis, comme par exemple la webcam. La qualité de l'image de la webcam n'est pas la même qualité à laquelle on est habitué quand on assiste à des films, par exemple. Donc, une qualité de l'image qui n'est pas en haute définition. Il y a la question de regard qui est très intéressante. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question, mais quand on est dans un cours en ligne, on se regarde pas dans les yeux. En fait, il n'y a pas ce regard les yeux dans les yeux. Parce que si on regarde la caméra pour donner l'impression qu'on regarde quelqu'un dans les yeux, on perd nos élèves de notre champ visuel. Et quand on regarde nos élèves, on a le regard vers le bas. Donc, il y a cette question de regard, il y a toute ces questions ces perceptions des gestes, on perd un peu de la posture qu'on perd avec les cours en ligne. Donc, il faut en tenir compte. Parfois, il y a un décalage entre le son et l'image, surtout quand on travaille avec des vidéos, ça arrive. Il peut y avoir des ruptures de communication, des problèmes techniques, ça peut arriver, bien évidemment. Et un dernier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que la durée totale de notre cours, pour ceux qui sont passés du présentiel au cours en ligne, c'est le cas de la plupart d'entre nous, j'imagine. Donc, si on avait par exemple un cours de 3 heures une fois par semaine présentiel, très probablement, on a dû diviser ces 3 heures en des moments synchrones, par exemple 1h30, et des moments asynchrones, 1h30 par exemple, peu importe. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que le moment où on est tous ensemble, la durée de ce temps où on est tous ensemble, très probablement, elle a été réduite quand on a fait ce partage entre synchrone et asynchrone. D'où l'importance d'être encore plus attentif aux interactions orales quand on est ensemble, au moment synchrone. Pour terminer cette première partie, j'ai choisi 3 petites phrases. C'est que l'interaction orale, c'est une activité essentielle pour l'apprentissage. On sait qu'elle est considérée comme difficile parce qu'il y a tout l'aspect, il faut improviser, il faut réagir très vite quand on interagit. Et elle est souvent peu développée dans les cours en ligne, dans les cours de FLE en ligne, elle est souvent peu développée. Donc, j'ai choisi ces 3 petites phrases pour qu'on se rende compte qu'on a du pain sur la planche. On a beaucoup de choses à faire par rapport aux interactions orales quand on travaille dans un cours en ligne. Je passe à la deuxième partie de ma présentation. Et avant de vous montrer des activités pour favoriser les interactions, je me suis dit que c'est un aspect que vous avez cité dans l'activité qu'on avait faite ensemble. C'est que c'est avant de commencer à penser aux activités que je vais mettre en place, il faut tout d'abord penser à l'ambiance qui règne dans la salle de classe. Donc à la dimension ou à l'aspect psycho-affectif et à la dimension psycho-affective. C'est une question essentielle et je pense que c'est la première étape. On veut faire parler les élèves, c'est l'objectif de tous
les professeurs de français, disons, ça, c'est un objectif que nous voulons tous atteindre, donner la parole à nos élèves, faire parler nos élèves, augmenter notre temps de parole. Quand on discute avec les professeurs, ils disent toujours ça, qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour augmenter le temps de parole de leurs élèves. Pourquoi dans la réalité, quand on va observer notre cours, voilà, j'arrive à la fin de mon cours, et parfois on se dit, ah mon Dieu, mes élèves, ils n'ont pas beaucoup parlé aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup plus qu'eux, ils n'ont pas eu beaucoup de temps de parole. Donc, je pense que pour régler cette question, ou bien pour réfléchir à cette question, le premier point à aborder, ce serait la dimension psycho-affective. Et je vais partager avec vous une citation d'un auteur qui a travaillé sur ce thème. Et il dit que c'est pas évident, n'est-ce pas, de prendre la parole dans une langue qu'on ne maîtrise pas. C'est pas évident pour tous les élèves. C'est un grand défi. On se sent dans une situation d'insécurité et parce qu'on perd ce qu'il appelle le pouvoir linguistique. Le pouvoir linguistique qu'on a dans les langues qu'on maîtrise un peu mieux, ou dans notre langue maternelle, on le perd quand on doit prendre la parole devant d'autres personnes, au sein d'un groupe, et dans une langue qu'on ne maîtrise pas beaucoup. Donc, ce qu'il dit, c'est que ce n'est que dans une atmosphère chaleureuse et pleine de confiance que les apprenants peuvent s'épanouir et exploiter de façon optimale leur faculté d'apprentissage. Donc, ça, c'est la condition essentielle. C'est d'avoir d'abord une atmosphère chaleureuse et pleine de confiance. Qui peut construire cette atmosphère? C'est l'enseignant. Donc, à nous de voir. Je vais partager quelques pistes avec vous. Vous en avez d'autres, voilà, mais ça, c'est le premier. Ici, cet auteur, il parle d'un cours présentiel et j'aimerais partager une citation de Guichon et Tellier sur les cours en ligne. Voilà, la dimension psycho-affective dans un cours en ligne. Comme ça, on a les deux modalités. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? La dimension psycho-affective tient une place primordiale dans les situations d'enseignement en ligne, en particulier pour pallier le sentiment de distance que connaissent parfois les individus apprenants dans cette configuration et pour éviter qu'ils se désengagent de leur projet d'apprentissage. Donc, c'est un défi supplémentaire, je dirais. On a déjà ce défi, comme je vous l'avais montré dans la diapo précédente, et dans un cours en ligne, c'est un défi, un défi supplémentaire. Donc, on doit créer ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de groupe. On doit faire tout ce qu'on peut pour souder le groupe, pour tisser des liens d'amitié, des liens sociaux. Il ne faut pas oublier que la classe de langue est un lieu social et, voilà, et atténuer un peu ce sentiment de distance. Comment le faire? Voilà, quelques réflexions. Voilà, c'est pas de réponse toute prête, c'est juste quelques réflexions. On doit essayer de créer une ambiance propice à l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut penser, là je parle d'un cours en ligne, penser à un moment d'accueil cordial, saluer chaque élève. Donc chaque élève qui rentre dans la salle, donc saluer chaque élève par leur prénom. C'est bien aussi, voilà, de montrer qu'on s'intéresse à l'individu, à chaque apprenant en tant qu'individu. Et voilà, c'est le deuxième point aussi. Donc, montrer cet intérêt, n'est-ce pas? Qui sont mes élèves? Qui est chacun de ces élèves? Quel est son goût? Quels sont ses goûts? Quelles sont ses préférences? Quel est son métier, sa profession? Est-ce qu'il étudie? Est-ce qu'il travaille? Quels sont ses loisirs? Quels sont ses talents? Donc, c'est intéressant de s'intéresser à chaque apprenant en tant qu'individu. Et c'est intéressant aussi d'encourager les autres élèves, les autres apprenants à faire de même. Voilà, pour souder le groupe, pour renforcer ces lieux sociaux. Ça, c'est très important. Créer une ambiance de collaboration. De la part de l'enseignant, bien évidemment, être patient, être disponible, être bienveillant, rassurer les apprenants par rapport à l'erreur. Ça, j'ai mis même en gras parce que je pense que c'est une des questions clés par rapport à la prise de parole. Donc, il y a beaucoup d'apprenants qui n'osent pas prendre la parole ou qui le font très peu par la simple raison qu'ils ont peur de l'erreur. C'est quelque chose que vous aviez cité au début du webinaire, n'est-ce pas? La peur de l'erreur, la crainte de faire des erreurs, de se tromper, etc. Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire, si vous notez ça de la part de vos apprenants, c'est de travailler ça avec eux, de leur faire prendre conscience. Et l'erreur, elle est essentielle pour l'apprentissage.
Voilà, l'erreur, c'est à partir de l'erreur qu'on peut progresser. Donc, il faut absolument qu'ils fassent des erreurs parce que ça montre qu'ils essayent, qu'ils progressent. Voilà, c'est la condition pour l'apprentissage, je pense. D'essayer, d'oser, de faire des erreurs et à partir de ces erreurs, de se corriger, de progresser. Donc, montrer aux apprenants que l'erreur, elle est essentielle pour l'apprentissage. Ensuite, qualité de l'écoute, faire preuve d'engagement. Quand on parle d'interaction, on parle aussi, il faut qu'il y ait un engagement entre les deux interlocuteurs. Nous, en tant que professeurs, on est devant la caméra, l'élève et tous les indices qu'on va donner, voilà, ils sont très importants pour l'élève. Il nous regarde toujours, même s'il y a beaucoup d'élèves, c'est une salle avec beaucoup d'apprenants. L'élève, quand il prend la parole, normalement, il fait attention aux réactions du prof. On est toujours une référence dans une salle de classe. Même si on ne veut pas être le centre des attentions, on a une référence quand même. Donc, c'est important qu'on montre cette attention de l'écoute, un engagement, une présence pédagogique, pour prendre les mots, la notion de ces auteurs. Ce qu'ils disent aussi, c'est qu'on peut montrer, on montre cet intérêt, on montre notre engagement dans les interactions à des indices qui sont multimodaux, c'est-à-dire des indices visuels, des indices verbaux, bien évidemment, mais la position face à webcam, mon regard, est-ce que je regarde autre chose, est-ce que je regarde mes élèves, ce qu'ils font, hochement de tête. Donc, parfois, je n'ai pas besoin de parler, mais les hochements de tête, ils sont extrêmement importants dans un cours en ligne et en présentiel aussi, n'est-ce pas? Donc, toutes ces questions, elles sont essentielles pour montrer notre engagement dans les interactions. Créer une ambiance collaborative, proposer des activités collaboratives, c'est essentiel dans un cours présentiel et c'est essentiel dans un cours en ligne. Encore une fois, on doit faire des efforts pour créer ces sentiments d'appartenance et installer une situation de communication favorable aux interactions. Donc, c'était ça mon idée avec ces réflexions, c'est-à-dire avant de proposer des activités où il y aura beaucoup d'interactions, créer au préalable une ambiance favorable pour que ces interactions aient lieu. Voilà. Type d'interaction. Voilà, si on pense à un cours en ligne, un cours synchrone, on a mis deux images. Donc, l'image que je vous montre maintenant, ce sont les interactions en grand groupe avec le professeur. Donc, il y a l'enseignant, il y a différents élèves, il y a des élèves qui ont la caméra allumée, d'autres pas. Et on a une interaction où le prof pose une question à l'ensemble du groupe et chaque élève répond comme il le souhaite. Il y en a qui prennent plus la parole, d'autres moins. Mais c'est une interaction. Et ce qui est bien aussi, c'est quand il y a un élève réagit aux propos de l'autre et ainsi de suite. C'est une interaction en grand groupe avec le professeur. Disons, ce sont des moments importants, mais ce que j'aimerais j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur le fait que si j'ai 1h30 ou 1 heure de cours synchrone et que pendant 1 heure, on travaille seulement dans cette modalité d'interaction, c'est très probable que les élèves ils n'auront pas beaucoup de temps de parole. Si on va minuter à la fin, combien de minutes chaque élève a eu en tant que temps de parole, probablement ce ne sera pas beaucoup. Voilà, donc j'aimerais attirer un peu, réfléchir sur cette question. Par contre, quand on intègre dans un cours synchrone des interactions entre pairs, là on va favoriser les échanges horizontaux. On va augmenter beaucoup plus le temps de parole de chaque apprenant. Parce que si je propose une activité en binôme ou en sous-groupe pendant, par exemple, 20 minutes, 15 minutes, vous allez travailler dans des salles simultanées et vous allez réaliser cette tâche. Pendant les 15 minutes, tous les élèves, ils auront eu 15 minutes de temps de prise de parole. Voilà, 15 minutes d'interaction, disons. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et surtout quand on pense, comme on l'a dit au début, que les interactions sont étroitement liées à l'apprentissage et à l'acquisition de compétences. En plus, ça permet de tisser des liens, parce que si vous comparez l'image de gauche, pour tisser des liens d'amitié, tout à fait, c'est possible, n'est-ce pas? Mais à droite, je travaille avec 2 personnes, 3 personnes, donc on va se connaître un peu plus, on va se parler un peu plus.
Le cours suivant, je vais faire un groupe en binôme avec un autre apprenant, donc j'aurai l'occasion de mieux connaître une autre personne, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a un double avantage. Déjà, dans l'image de droite, il y a un double avantage. Les échanges, ils sont horizontaux. Il y a l'augmentation du temps de parole. Il y a 3 avantages, en fait. Augmentation du temps de parole de chaque élève, et ça va favoriser cet objectif qu'on a toujours de tisser des liens, de créer des liens sociaux, la classe, que les élèves se sentent cette idée d'appartenance. Voilà, j'appartiens à ce groupe, on a une communauté, on a un projet en commun, ça c'est très important. Donc cette diapositive, elle est un peu une diapositive clé de ma présentation parce que voilà, j'aimerais insister un peu, c'est-à-dire on ne peut pas rester seulement dans l'image de droite, bien évidemment, mais éviter de rester tout le temps seulement sur l'image de gauche. C'est-à-dire essayer d'intégrer, même si c'est un seul moment, intégrer dans nos cours synchrones un moment où il y a des salles simultanées. Pour créer des salles de discussion, donc toujours penser à accorder une tâche. Il faut avoir une tâche à réaliser, pas seulement envoyer les élèves dans les salles, mais dire vous allez réaliser cette tâche. Une tâche qui fasse appel à une coopération mutuelle, voilà, et elle va favoriser aussi ce qu'on vient de dire, création de liens d'amitié, collaboration, négociation. Quelques conseils pour l'enseignant avant la création des sous-groupes, des binômes ou des petites salles. Proposer et afficher les consignes, des consignes claires, courtes, précises. C'est important qu'elles soient affichées parce que l'aspect visuel, il est très important toujours, et quand on est en ligne encore plus. L'élève risque de décrocher, de ne pas avoir compris la consigne si elle est annoncée seulement oralement. Donc, c'est important qu'elle soit affichée et des consignes claires et courtes. S'assurer que l'objectif de la tâche soit connu et accepté de tout le monde. Ça, c'est important. Qu'ils ont bien compris la tâche, peut-être leur demander de reformuler. Bon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donc, vous allez dans les salles et qu'est-ce que vous devez faire déjà? Et là, ils reformulent et on s'assure qu'ils ont bien compris la consigne. Précisez le temps de travail. Donc, vous allez faire ça en binôme ou en sous-groupe et vous aurez 15 minutes. Et vous aurez 10 minutes, peu importe. Mais que le temps soit bien précisé. Là, je vais juste faire une petite parenthèse. Ceux qui utilisent, quand on utilise une plateforme de visioconférence comme Zoom, on a déjà les salles. C'est facile de créer des salles simultanées. Voilà, c'est plus simple. Avec Teams, je pense que c'est plus simple aussi. Avec Google Meet, il n'y a pas la fonctionnalité, elle n'est pas là, n'est-ce pas? Donc, au professeur de créer des mini-salles. Donc, je vais juste partager avec vous. Je sais que vous êtes nombreux à savoir déjà comment créer des salles simultanées. Et un petit rappel, ou pour ceux qui n'ont pas cette information, je pense que c'est intéressant. Donc, pour créer des salles simultanées sur Google Meet, il y a plusieurs manières de créer des salles, mais si je veux des salles simultanées et un seul lien tout le semestre, voilà, toute la durée de mon cours, l'idéal, c'est de créer depuis l'agenda Google. Et là, vous cliquez sur n'importe quelle case, la case où il y a la date et l'horaire de votre cours. Vous allez rajouter le titre de votre groupe. Vous mettez le nom de votre groupe, etc. Ce qui est très important, et je pense que ce n'est pas tous les profs qui ont cette information, voilà pourquoi je la partage avec vous, c'est qu'il y a une petite phrase où c'est marqué « Cette réunion, ce cours, il a lieu une seule fois ou il se répète toute la semaine ». Et c'est là où vous devez cliquer pour avoir un seul lien qui va apparaître une fois par semaine ou 2 fois par semaine, mais vous aurez un lien pour l'ensemble de vos cours, ça facilite. Et après, vous rajoutez la visioconférence. Ce qui est important de faire, c'est de créer une salle principale et plusieurs salles dans le même créneau horaire. Comme ça, vous aurez la salle principale et tous les liens pour pouvoir créer votre salle de discussion. Et ensuite, voilà, vous arrivez à un document que vous allez préparer et envoyer aux élèves. Ce qui est intéressant, c'est que vous aurez un seul lien pour tout le semestre, pour la durée du cours, et les salles de discussion numérotées avec les liens déjà que vous allez transmettre à vos élèves. Donc, ça facilite pour ceux qui travaillent avec Google Meet.
J'arrive à la troisième et à la dernière partie de mon webinaire. Et là, on arrive à une partie, voilà, la partie où je vais partager quelques idées avec vous. On arrive au thème de scénario pédagogique, n'est-ce pas? Donc, une séquence de cours, on va concevoir et animer les différentes étapes d'un scénario pédagogique tout en favorisant les interactions orales. C'est notre objectif aujourd'hui. Première chose, j'aimerais reprendre une notion que j'avais travaillée avec vous lors du webinaire précédent dont Marjorie vous a parlé. C'est la notion de scénario pédagogique. Donc, c'est une notion très importante quand on travaille en ligne. J'ai pris la définition d'Elisabeth Louveau et François Mangenot. Dans le domaine de la formation en ligne, quelle que soit la discipline, on appelle scénario pédagogique une planification la plus précise possible du déroulement d'un cours ou d'une partie de cours. La métaphore est celle du cinéma. On pourrait considérer que le scénario pédagogique équivaut à une tâche à laquelle s'ajoute un scénario de communication. Donc, un scénario pédagogique, c'est ça, c'est la planification du cours. Et je vais non seulement planifier chaque étape de mon cours, qu'est-ce que je vais faire pour l'anticipation, qu'est-ce que je vais faire pour la compréhension globale, compréhension précise, pas seulement chaque étape, mais en plus, je vais me dire comment sera la communication, comment aura lieu la communication élève-élève, prof-élève, pendant chacune de ces activités que j'ai prévues. Et là, dans notre cas, on va s'intéresser surtout aux interactions. Les étapes d'un scénario pédagogique, un petit rappel. Voilà les étapes qu'on connaît tous bien, très bien, on est déjà bien habitués. Donc, j'ai une étape d'anticipation ou de mise en route. Je vais passer à une étape de compréhension générale du document. Je vais passer à une étape de compréhension détaillée du document. On est toujours sur le sens. Ça, c'est très important. Jusqu'ici, je travaille le sens. Je ne peux pas aborder la forme, un point de grammaire ou un point de lexique, donc je n'ai pas épuisé le sens du document. Donc, il faut travailler à partir du sens. Une fois que le sens est bien compris de tout le monde, je vais travailler sur la langue. Donc, je peux travailler un point de grammaire, un point sur le lexique, la phonétique. Je travaille aussi sur le discours, des aspects communicatifs, discursifs, ce qui est très intéressant aussi. Par exemple, une lettre formelle, quelle est la structure de la lettre, formule de politesse, etc. Et finalement, ce qui est très important dans l'approche partage, c'est que toutes les activités de réception, elles vont déboucher sur une activité de production. Ça, c'est essentiel parce que c'est dans la partie de production qu'il y aura acquisition et qu'il y aura apprentissage. Et dans notre cas de ce webinaire aujourd'hui, on va essayer de travailler les interactions orales, pas seulement dans la partie de production. Très souvent, on dit, bon, les interactions, on laisse pour la fin. À la fin, ils vont prendre la parole, ils vont échanger, etc. Mais ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de penser à créer des moments d'interaction pendant toute la séquence pédagogique ou de scénario pédagogique. Je vais partager avec vous quelques idées. Voilà. Donc là, on arrive à la partie de partage d'idées, des pistes de travail. Je vais suivre les étapes du scénario pédagogique. Je commence par l'anticipation mise en route. Voilà. Donc, objectif, activer les connaissances préalables des apprenants, favoriser la compréhension du document qui sera proposé, susciter l'envie de lire un texte ou de voir une vidéo. Qu'est-ce que je vais vous proposer comme un premier exemple? Donc, dans tous les exemples que je vais vous donner, l'idée c'est de former de petits groupes. C'est pour ça que je ne vais pas proposer les activités en grands groupes parce que je voudrais augmenter le temps de parole de chaque apprenant. Toutes les activités que je vais vous montrer, c'est des activités ou en binôme ou en groupe de 3 apprenants. Donc, je vous montre une petite activité, une proposition. Je vous demande de m'aider. Là, je compte sur vous. Je vais vous faire travailler un petit peu, m'aider un petit peu. Donc, c'est une activité d'anticipation. J'ai pris un document authentique de France Inter. C'est un podcast. Et il y a une information. C'est un podcast avec une information. Voilà. Et ce que je vais demander aux élèves, c'est d'observer l'image qui accompagne cette info
et de faire des hypothèses sur le contenu. Donc, si vous observez cette image, sans avoir lu, parce qu'il y a un petit texte qui accompagne aussi, sans avoir lu ce petit texte, sans avoir vu le titre et sans avoir écouté le podcast, qu'est-ce que vous imaginez comme thématique possible? Je vous demande de faire des hypothèses, donner libre cours à votre imagination. Ouvrez vos micros ou depuis le chat. On va parler de quoi? Voilà, on a cette image, c'est l'image qui accompagne. Et on va parler de quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, allez-y, vous pouvez répondre sur le chat, vous pouvez ouvrir vos micros. La musique me permet de m'envoler. L'oiseau qui chante juste, très bien. Musique, on va parler de musique, très bien. Parfait. La liberté sonore, très bien, je vois des choses très intéressantes sur le chat. Un oiseau qui est devenu célèbre pour bien chanter, très bien. Donc c'est un oiseau qui a peut-être un compte Instagram, qui a beaucoup de followers, tout le monde le connaît. Liberté, exactement. Parfait. Le son, très bien. Donc l'idée, c'est de laisser laisser aux élèves le chant, laisser ce temps de la musique avant toute chose, l'importance de la musique, la douceur du chant, le lien entre la nature et la musique. Très bien. Parfait. Et je vous montre, donc l'idée c'est juste leur faire parler, chant et santé, leur faire parler, leur faire imaginer. Et après, je vais montrer quand on arrive au document, c'est un document sonore. Donc là, on va parler d'un pianiste international qui a abandonné les salles de concert pour faire chanter les oiseaux. Donc maintenant, les concerts, il les donne en pleine nature. Ça, c'est pas le pianiste, c'est le présentateur de l'émission, une émission qui s'appelle Grandeur Nature et dont le thème est la nature, évidemment. Et ensuite, je vais avoir le podcast et je vais avoir l'oiseau et l'information sur ce pianiste qui sera interviewé. Donc, l'idée, c'est un déballage verbal et favoriser aussi la prise de parole, un travail d'imagination. Ils doivent arriver à une proposition. Vous avez fait sur le chat, juste pour on commence à travailler aussi des hypothèses et tout. Mais avec les élèves, ce serait un binôme et une activité d'échange, une interaction orale. Une autre activité possible quand on travaille l'anticipation, c'est de demander aux élèves de rédiger une définition imaginaire pour un mot peu connu qui sera ensuite travaillé dans la phrase de compréhension. Donc, on va travailler avec les genres textuels, entrée de dictionnaire. Niveau de langue, ça peut marcher bien avec des niveaux plus avancés, parce que pour rédiger une entrée de dictionnaire, c'est bien on va jouer un peu sur la langue, ça peut marcher bien pour ces niveaux. Petit groupe de 2 ou 3 apprenants. J'aimerais attirer votre attention que même si c'est une activité de production écrite, c'est une activité d'anticipation, mais la tâche, c'est produire une définition imaginaire. Mais pour que cette définition aboutisse, pour qu'ils accomplissent la tâche, il va falloir qu'ils interagissent oralement. C'est ça l'objectif principal. Donc, exemple d'entrée de dictionnaire, c'est important de montrer aux élèves ce que c'est qu'une entrée de dictionnaire. J'ai choisi un exemple ici. Livraison, par exemple, un nom féminin qui a fait son entrée dans la langue française, il y a la date ici. Définition, remise matérielle d'un objet à la personne à laquelle cet objet est destiné. Exemple d'emploi, ça c'est très intéressant pour demander aux élèves. Pas seulement la définition, mais proposer des phrases, des expressions où le mot est employé. Exemple, fiable à la livraison, voiture de livraison. Et une phrase, elle a commandé quelques ouvrages sur Internet, mais il n'a pas encore reçu la livraison. Donc, on montre à l'élève ce que c'est qu'une entrée de dictionnaire et après, on va lancer le mot sur lequel on veut travailler. Dans ce cas, j'ai choisi RFI Savoir. Il y a une rubrique d'Yvan Amar, les mots de l'actualité, où il va, pendant quelques minutes, c'est très court, j'imagine que vous connaissez, que nombreux d'entre vous connaissez déjà cette émission, il va aborder un mot dont on a
parlé dans la semaine précédente. Donc, un mot de la presse, un mot dont on a parlé, un mot qui a été présent. Et très souvent, il parle de mots qui sont des néologismes, ou des mots un peu curieux, des expressions, etc. Alors, moi, j'ai choisi, et je vais vous demander de réagir sur le chat aussi, si vous voulez ouvrir vos micros. J'ai choisi le mot « allunir ». Et je vous pose la question, qu'est-ce que ça pourrait bien être, allunir? Est-ce que vous avez une idée, allunir? Et c'est la question qu'on va poser aux élèves, hein, mais ils auront plus de temps, ils vont travailler à deux, ils vont devoir rédiger une entrée de dictionnaire. Qu'est-ce qu'ils pourraient dire, les élèves, pour allunir? Atterrir sur la Lune. Très bien. Quoi d'autre? Très bien. Je pense que pour les Français, c'est plus facile. Pour les Brésiliens, c'est moins évident, peut-être. Pas d'autre. Devenir fou, voilà. Très bien. Parfait. Allez-y, imaginez d'autres sens. Ça me fait penser à la Lune, voyager. Très bien. Parfait. Voyager. Être distrait, très bien, parfait. Il vient de découvrir ce qu'il a fait au cours. Très bien, Claudia, c'est intéressant. Un étudiant qui vient de découvrir ce qu'il a à faire au cours. Très bien. Quelque chose en relation avec l'union. Très bien, l'union. Oui, je pense aussi. Ce que Ingrid vient de mettre sur le chat, que les élèves brésiliens, peut-être qu'ils vont vouloir faire une comparaison avec élèves en portugais, aluno. Donc, il y a aluno, il y a unir, il y a des choses qui vont peut-être sortir de la réalité, unir, lunatique, oublier. Donc, on va voir toutes les associations qu'ils vont pouvoir faire. Et voilà, donc moi, je vais vous montrer une proposition de définition imaginaire. Exemple de définition imaginaire, un exemple de production possible, allunir, verbe intransitif, devenir lunatique. Voilà, quelqu'un avait déjà mis ça sur le texte. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils doivent montrer un exemple de phrase. Donc, par exemple, c'était quelqu'un de très constant et raisonné, mais ces derniers temps, il a complètement alluni. Voilà. Donc, c'est une proposition de définition imaginaire. Quelques enjeux de cette activité. C'est une activité d'écriture créative et à deux. Donc, ils vont avoir, vous avez fait sur le chat individuellement, mais ils seront à deux, ils doivent présenter une définition. Donc, il y aura toutes les interactions pour qu'ils accomplissent la tâche. Ce que j'aime beaucoup dans les activités d'anticipation, c'est que toutes les hypothèses sont les bienvenues. Ça, c'est très important. On ne va pas dire à l'élève au moment de l'anticipation, on ne va pas dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Non. L'anticipation, c'est vraiment pour s'exprimer, voilà, pour faire des hypothèses, laisser libre cours à l'imagination. Ce sont des activités intéressantes quand on travaille l'anticipation. Le plus important, ce n'est pas tellement le résultat final, mais les interactions orales qui sont mises en place pour y parvenir. Ça, c'est le plus important. La définition du dictionnaire, c'est celle que quelqu'un avait mis. Je pense que c'était la première. C'était ça, aborder sur la Lune, prendre contact avec la Lune, atterrir sur la Lune. C'est un verbe qui a fait son entrée dans la langue française dans les années 20, qui est déjà dans le Petit Robert depuis longtemps, mais qui n'est pas accepté par l'Académie. Voilà, donc quelques curiosités. Et si on a un groupe plus avancé, on pourrait parler des néologismes, faire des comparaisons avec les mots, les néologismes en portugais, lesquels sont acceptés, lesquels pas, etc. Vous pouvez travailler la même activité avec la collection Parlons peu, parlons bien. C'est une collection de TV5 Monde très, très intéressante. Je vais vous laisser le lien à la fin du webinaire. Et là, vous avez, si vous regardez ici à gauche, il y a des mots comme ubérisation, flexitarien, infox, etc. Donc, il y a des mots nouveaux, influenceurs, influenceuses. Ce sont des vidéos très courtes, très bien faites, amusantes, dynamiques, avec des éléments graphiques très intéressants. Donc, vous pouvez faire la même activité d'anticipation en demandant une entrée du dictionnaire pour chaque document. Dernière activité d'anticipation, un dernier exemple,
c'est proposer de petits sondages, des interviews rapides sur le thème qui sera ensuite travaillé dans l'étape de compréhension. 2 ou 3 apprenants, donc on va parler de musées, donc 2 ou 3 questions qu'on va préparer au préalable, qu'ils vont se poser pour parler de leur rapport avec l'art, s'ils ont l'habitude de visiter des musées par exemple, loisirs, etc., peu importe le thème, mais on va préparer 2 ou 3 petites questions, ils se posent pour qu'on puisse rentrer dans le thème. Ce qui est important dans ce type d'activité, c'est d'expliciter la consigne pour les activités en sous-groupe et pour la mise en commun. Il ne faut pas oublier qu'on a ces 2 moments. Il y a 2 moments où ils vont se poser les questions, mais après ils reviennent dans la salle principale et c'est important qu'ils sachent comment présenter, qu'ils aient eu cette orientation. Je vais vous donner un exemple. En binôme, on va demander aux élèves de faire l'interview sur les loisirs préférés, on aura préparé les questions. Et après, quand ils seront en grand groupe, on leur demande, par exemple, c'est une consigne possible, en grand groupe, vous allez présenter au groupe classe vos points communs. Donc, ça évite qu'ils doivent répéter tout ce que l'autre a dit, ça devient fatigant. Donc, vous allez juste présenter au groupe classe quels sont les points que vous avez en commun. En plus, pour les niveaux débutants, ça permet de travailler au moment de l'interview le je et le tu ou vous. Par exemple, quels sont vos loisirs préférés? Moi, j'aime dans mon travail vous et je, tu et je. Et pour la mise en commun, ils vont dire nos points en commun, nous aimons. Donc, en plus, ça va leur permettre de travailler ces aspects qui sont très importants quand on commence en français. J'ai fini la partie d'anticipation. Je vais vous montrer une seule activité de compréhension orale ou écrite. La proposition que je vous fais, c'est de concevoir des activités où il y aura un décalage d'informations entre les apprenants. C'est-à-dire, je vais travailler avec 2 vidéos. Une partie du groupe va regarder la vidéo A et l'autre partie la vidéo B. Une partie du groupe va lire le texte A et l'autre partie le texte B. Donc, je vais créer un décalage d'informations. Pourquoi? Pour pouvoir favoriser les interactions. Parce que pour reconstituer le sens des 2 vidéos, des 2 textes, il va falloir absolument, forcément, que les élèves interagissent. Donc, c'est ça l'idée. C'est une activité qu'on fait en présentiel. On peut distribuer 2 textes à 2 élèves. Et donc, à un élève, je distribue le texte A, à l'autre élève le texte B. Ils vont lire des textes différents. Et après, je vais demander à l'élève qui aura lu le texte A de poser des questions. Mais ces questions, elles portent sur le texte B. Donc, je vais constituer des binômes. Et un élève va poser des questions sur le texte de l'autre. On va créer une communication beaucoup plus authentique. Parce que dans la vraie vie, c'est ce qu'on fait normalement. On pose des questions sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Et comme l'élève A, il n'aura pas lu le texte B, il va poser des questions sur le texte qu'il ne connaît pas. Donc, on va créer une communication plus authentique. L'activité que je vais vous montrer, c'est une activité en ligne, adaptée pour le contexte en ligne. Donc, c'est une activité de compréhension écrite. Ce n'est pas un scénario complet. Le niveau de langue A2+ B1. Objectif communicatif, s'informer sur le travail et la biographie de 2 artistes urbains, street artistes. Et j'ai utilisé l'outil Geniali. Je vais vous laisser le lien pour Geniali, un petit tutoriel aussi à la fin du webinaire. Les artistes sur lesquels j'ai travaillé, c'est JR et Banksy. Donc, j'ai choisi 2 artistes. Il y aura 2 textes. Bon, là, ma question est la suivante. Vous imaginez que je dis aux élèves qu'ils vont travailler avec 2 textes, mais ils ne connaissent pas JR et ils ne connaissent pas Banksy. Peut-être qu'ils n'aiment pas le street art non plus. Donc, mon objectif, c'est de donner envie de connaître ces artistes s'ils ne le connaissent pas. Donc, comment je vais faire? Je vais commencer par une vidéo. Je vais vous laisser les liens pour les 2 vidéos et je vais vous laisser maintenant sur le chat le lien pour la première vidéo. Donc, c'est une vidéo pour JR et une vidéo pour Banksy. Je vous laisse je vais vous demander d'aller sur le site. Je vais vous donner tout de suite l'adresse du site de Télé5 Monde. C'est une présentation très intéressante de JR. Je vous mets le lien sur le chat et je vous demande, c'est une vidéo qui a une durée de 2 minutes, un peu moins de 2 minutes.
Donc, je vous demande juste de regarder et on se retrouve ici dans 2 minutes. On y va? Allez-y. Cliquez et regardez la vidéo et on revient ici après. C'est pas de travailler la compréhension orale. L'idée, c'est juste de donner envie de lire le texte. N'oublions pas que c'est une activité de compréhension orale. Donc, c'est ça l'idée. C'est juste donner envie. Et je vais vous laisser le lien pour cette vidéo. C'est une vidéo de Banksy. Je ne sais pas si vous connaissez tous cet artiste, ce street artiste qui est très célèbre aujourd'hui, très prisé. Il y a eu un événement dont il était au centre de cet événement parce que c'était une peinture qui a été la petite fille au ballon qui a été vendue aux enchères dans la maison très prisée de vente aux enchères Sotheby's. Et dès que l'œuvre a été vendue pour la modique somme d'1,2 million, l'œuvre elle s'est partiellement autodétruite. Donc c'était un événement, il voulait un peu. C'est lui qui a actionné un dispositif pour que l'œuvre soit autodétruite. Donc, il y a eu tout un buzz autour de cet événement et on se disait, mais est-ce que c'est un coup de génie ou est-ce que c'est un cours de marketing de sa part? Parce que c'est lui qui a tout orchestré, qui a tout planifié. Et après cet événement, ce qui est curieux aussi, c'est que l'œuvre qui a été vendue pour $1,2 million, son prix a doublé. Donc, c'est intéressant, voilà, c'est un artiste intéressant. Donc, je pense qu'après avoir projeté ces 2 vidéos, celle-là, je vous laisse le lien, je pense que les élèves, ils auront plus envie. C'est mon idée, c'est ça, qu'ils aient envie de lire les textes. L'activité que je vais montrer, je l'ai créée avec cet outil, Geniali. Et je vous donne je vous montrer tout d'abord le parcours. J'ai créé 2 parcours. C'est une activité de compréhension écrite. Et j'ai créé une image interactive. Donc, il va y avoir 2 images interactives. Une image interactive pour JR, pour l'élève qui va s'intéresser à JR. Une image interactive pour... Excusez-moi de vous interrompre. Vous avez arrêté le partage d'écran. Ah, pardon. Désolée. Merci. Merci de me l'avoir rappelé. Pardon. Je reprends. Donc, je vais reprendre là où j'étais parce que les images, elles sont importantes. Donc, on va travailler avec la vidéo de JR, cette vidéo que vous venez de regarder, et la vidéo de Banksy. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette œuvre, cette peinture qui a été autodétruite pendant une vente aux enchères. Donc, c'est un événement qui a créé beaucoup de buzz, on en a beaucoup parlé. Et l'idée, c'est de montrer cette vidéo pour donner envie aux élèves de la regarder et de s'intéresser au texte. Voilà, maintenant, je vais vous montrer mon activité, Geniali, et une activité de compréhension écrite. Je vais vous montrer l'activité maintenant à partir du lien. Et c'est une activité où il va y avoir un parcours interactif. Donc, j'ai créé une image interactive à partir de Geniali. Et l'élève qui va travailler sur JR, quand il clique sur ces liens qui sont ici, voilà. Quand je clique, je vois les éléments interactifs. Je vais avoir la consigne. Donc, voilà la consigne pour l'élève qui va recevoir ce lien. Observez quelques images des œuvres de JR depuis son site Internet. Lisez la biographie de JR. Préparez-vous à répondre aux questions qui vous seront posées par votre camarade de classe. À votre tour, posez des questions à votre camarade au sujet de Banksy. Donc, quel est l'intérêt de cette icône d'accueil? C'est que je vais déjà préparer l'élève et donner toutes les indications pour qu'il puisse faire son parcours de compréhension sur JR. Donc, j'ai les étapes. Première étape, c'est le site de JR. Quand il clique, il va avoir accès au projet de JR. Je mets le lien pour le site. Voilà. Ensuite, je reprends mon diaporama. Pardon, c'est pas ça. Parcours JR, c'est ça. Alors, ensuite, il va avoir accès au texte, à la biographie. Donc ça, c'est l'élément central.
c'est le texte qu'il va lire, l'élément central de l'activité. Il va lire son texte et finalement, il va avoir des informations sur les questions qu'il doit poser à l'autre élève. Donc, votre camarade de classe a lu un texte sur Banksy. Posez-lui les questions suivantes. Et là, j'ai 4 questions qu'il va poser à l'élève. Et à son tour, il va recevoir, il va écouter les questions que l'autre élève qui a fait le parcours Banksy va lui poser. Ça, c'est le parcours Banksy. C'est juste un lien. Je demande à l'équipe PF-Prof de partager ce lien. Voilà, donc je vous laisse. Banksy, c'est pareil, c'est un parcours. Voilà, donc je vous demande de cliquer sur le lien. Et là, j'ai mon parcours JR, j'ai mon parcours Banksy. Mon parcours Banksy, c'est à peu près la même structure. J'ai les consignes dans la partie d'accueil. Observez les images des œuvres de Banksy depuis son compte Instagram. Là, j'ai mis le compte Instagram. Ensuite, lisez la biographie de Banksy et préparez-vous à répondre aux questions qui vous seront posées. À votre tour, posez des questions à votre camarade au sujet de JR. Même chose, j'ai une page avec Banksy, c'est la page Instagram, son compte Instagram. Et j'ai ensuite, la biographie qu'il va lire. Et finalement, je vais avoir les questions qu'il va poser à l'autre élève. Donc, avec cette activité, il va y avoir des interactions forcément, parce qu'ils ne pourront pas réaliser l'activité sans interagir. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer, j'ai laissé les liens, je vais vous laisser à la fin les liens. Voilà, je pense que j'avance maintenant. Je termine bientôt. J'aimerais juste vous dire que pour la mise en commun, une fois qu'ils auront fait cette activité, pour la mise en commun, qu'est-ce qui est important? Que le prof s'assure de la bonne compréhension des 2 textes. C'est important de proposer des questions de prolongement, des commentaires, par exemple, lesquels de ces artistes vous préférez, pourquoi. Et c'est important, bien évidemment, de passer à une activité finale de production orale ou écrite. Parce que ce que je viens de vous montrer, ce n'est pas une séquence complète, c'est juste une activité de compréhension. Donc ensuite, il y aura la page finale. Production orale écrite, pour terminer la dernière partie d'une séquence. Voilà, c'est la même proposition. Faire travailler en binôme ou en petit groupe. Et proposer des tâches contextualisées et socialement significatives. Et voilà, donc même si c'est une production écrite, à partir du moment où je propose une activité en binôme ou en sous-groupe, il va y avoir interaction, il va y avoir échange et collaboration. Ensuite, pour terminer, quand on parle de salle de discussion, quel est le rôle de l'enseignant? C'est important qu'il aille dans chaque salle virtuelle afin de vérifier si la consigne a été bien comprise, n'est-ce pas, s'assurer que tout le monde a bien compris la consigne, s'assurer de ça. Ensuite, faire preuve d'écoute attentive, encourager la prise de parole, rassurer les apprenants, apporter de l'aide. Pour la correction, je dirais que c'est mieux d'éviter de corriger, d'interrompre les interactions à tout moment pour corriger. C'est mieux de noter des phrases, des expressions, des usages qui posent problème et ensuite proposer une correction collective et collaborative, mais après. Donc, on note toutes les phrases et après on les projette après la mise en commun. Donc, la tâche a été conclue. Après la mise en commun, on projette et on va corriger ensemble. Donc, on va projeter un document qu'on aura créé à partir de ces phrases et on fait une correction commune. Finalement, ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand vous créez votre séquence de cours, quand vous créez votre séquence pédagogique, pensez que vous pouvez penser à quel type d'interaction vous allez proposer dans chaque étape. Dans votre cours, il y aura forcément des activités synchrones, un grand groupe, mais c'est le moment où il y a moins de temps de prise de parole. Il y aura des activités synchrones en binôme, plus de temps de prise de parole. Il y aura des activités asynchrones. Si elles sont individuelles, là, il n'y a pas d'interaction prévue.
Donc, l'idée, c'est d'essayer de ne pas rester seulement dans les éléments orange et rouge, mais essayer d'intégrer dans chaque scénario pédagogique au moins un moment où il y aura cette partie en vert, où il y a une prise de parole plus consistante et plus longue. Donc, il faut planifier et varier les interactions. Et je termine ma présentation avec ces nuages de mots. Voilà, en conclusion, pour encourager les interactions orales, il faut planifier. Tout ça, ça se planifie. Même Geniali, que je vous ai montré, il n'y a pas d'interaction dans Geniali. C'est 2 images interactives, mais il n'y a pas d'interaction prévue. C'est le prof qui planifie les interactions orales. Il faut les planifier, il faut les ajuster, parce que tout ce qu'on planifie, on ajuste, on revient en arrière, on modifie, on améliore. Il faut encourager, il faut aider, il faut féliciter les élèves pour l'effort, pour l'accomplissement des tâches, etc. Je termine par la bibliographie. Voilà, donc j'aimerais vous parler de quelques auteurs essentiels. Le premier, je pense que c'est Vygotsky, parce que tout ce que je dis d'apprentissage, acquisition et interaction, c'est à partir des études de Vygotsky, essentiel. Je cite aussi Braoricchioni, qui a travaillé sur l'analyse des conversations, l'analyse des interactions. Donc, c'est un ouvrage de référence pour les interactions verbales dans la linguistique. Dans le domaine du FLE, je cite Francine Sicurel, qui a travaillé sur les interactions didactiques en classe de langue, des études très, très importantes. Ici, c'est l'auteur que je vous avais conseillé pour la question de la dimension psychoaffective. Et pour l'enseignement en ligne, pour les interactions en Corvigné, que j'ai cité aussi un ouvrage très intéressant qui est paru l'année dernière, Interaction dialogue, et François Louveau et François Mangenot, que j'ai cité pour le scénario pédagogique. Et un ouvrage que j'ai beaucoup cité dans ce webinaire, c'est Enseigner l'oral en ligne, une approche multimodale. Pour ce dernier ouvrage, il a un site compagnon qui est ouvert gratuitement, disponible, avec les enregistrements de la recherche qui a débouché sur cet ouvrage. Je vous laisse aussi le lien. Et je vais vous laisser tous les liens que j'ai cités. Ils sont disponibles depuis une seule adresse. Donc, j'ai créé un Portrait. Voilà, c'est un outil qui nous permet de regrouper différents outils. Vous aurez tous les textes et les vidéos que j'ai cités. Vous aurez mon activité Geniali. Vous aurez Framapad, le lien pour Framapad et un tutoriel pour Framapad. C'est l'outil d'écriture collaborative dont nous nous sommes servis au début du webinaire. Un tutoriel et un lien pour Geniali et des groupes PF-Prof qui s'intéressent aux outils numériques. Voilà, je vous laisse ce lien. Il est déjà disponible sur le chat. Merci. Et finalement, ce que j'aimerais vous dire, et qui est très important, c'est merci beaucoup de votre écoute et merci de votre attention et de votre participation à ce webinaire. Merci à vous, Lucia, pour ce webinaire très intéressant. Je pense qu'il a donné beaucoup d'idées. En tout cas, ça m'a donné beaucoup d'idées à moi. Donc, j'en déduis que ça a beaucoup donné des idées à tous les participants du jour. Il y a eu quelques réactions sur le chat lors de votre intervention. Donc, je me permets de vous les dire. Donc, il y a eu 2 questions de la part de Joao Carlos Dias Filho. La première, le professeur doit-il laisser les élèves travailler tout seuls quand il propose des activités d'interaction ? Là, je dirais, donc je pense que c'est bien, c'est un peu ce que je pense que c'est important de les laisser en autonomie, voilà, de faire confiance parce que pour qu'il y ait interaction, on ne peut pas les interrompre à tout moment. Donc, je pense que c'est important de les laisser faire, mais on a aussi ce rôle de médiateur. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, on va dans les salles, on crée les salles, les mini-salles virtuelles. Donc, on va se rendre dans chaque salle pour s'assurer que tout s'est bien passé, que tout se passe bien, que la consigne est bien comprise, qu'ils n'ont pas de doute, donc pour apporter une aide. Donc, je dirais que la médiation du professeur, elle est essentielle pour que les interactions soient réussies. Donc, c'est pas seulement donner la tâche et abandonner les élèves, non. On y va, mais on y va doucement et on va sans trop d'invasion non plus, mais juste pour suivre et pour apporter une aide, sentir si cette aide est nécessaire. Si elle n'est pas nécessaire, on écoute. Faire preuve d'une écoute attentive aussi et apporter cette aide. Parce qu'on a ce
ce rôle de médiateur. Donc, il faut qu'on intervienne aussi. Voilà, ça fait partie aussi de notre rôle. Et merci pour la question. Oui, merci pour la question, Joao, et merci à vous, Lucia, pour la réponse. La deuxième question que Joao pose, c'est comment peut-on donner le feedback aux élèves dans les activités d'interaction? Le feedback, je pense que c'est, voilà, je pense que c'est, quand il y a des interactions orales, c'est un peu plus complexe pour donner ce feedback de manière immédiate. Donc, ce que je fais, c'est un peu, j'attends qu'ils produisent, qu'ils terminent leurs interactions. Je note. C'est un peu ce que j'avais dit à la fin. Je note chaque phrase, des phrases qui posent problème. Je dis pas, je suis en train de noter. Je vais juste noter pendant qu'ils parlent. Ils font les interactions, je note. Et je passe dans chaque groupe. Et à la fin de la mise en commun, donc quand ils reviennent, ils vont présenter. Parce que là, il y aura d'autres erreurs et d'autres choses à corriger. Et là, à ce moment-là, après la mise en commun, je vais projeter, ça peut être un document Word, ça peut être un document collaboratif comme Framapad. C'est très bien parce que là, eux-mêmes, ils peuvent se corriger. Je trouve intéressant aussi. Donc, le même document que je vais montrer aujourd'hui, Framapad, peut-être se copier sur ce document les phrases qui posent problème. Alors, et demander à eux-mêmes de faire la correction, on fait une correction commune. Voilà, je pense que c'est une bonne idée pour garder cette cohérence et laisser les élèves prendre la parole d'une manière plus aisée, sans avoir peur d'être corrigés. Ça peut choquer certains élèves, ça peut bloquer les élèves, surtout ceux qui sont plus timides, ils commencent à interagir, à prendre la parole, on les bloque, on les corrige. Je préfère faire ça après, de manière collaborative, de manière commune. Merci pour cette réponse. Il y avait aussi un commentaire de Valdemar, notre cher animateur IF-Prof, qui écrivait on peut se permettre de tout faire sur Geniali, c'est vraiment génial comme outil pédagogique. La preuve, c'est que beaucoup d'autres murs virtuels ont fait leur mise à jour en se basant sur ces fonctionnalités. Voilà le commentaire de Valdemar. Je ne sais pas si Valdemar, tu voulais développer ce commentaire. Oui. Un petit commentaire, merci beaucoup de cette remarque. Je pense que ça donne un peu de travail pour le prof pour créer, comme je vous ai montré l'image interactive, mais on a du travail en amont, mais on a moins de travail pendant le cours. Ça, c'est l'idéal. Je pense que le rôle du prof, c'est ça. C'est beaucoup de travail en amont, mais pendant le cours, c'est les élèves qui travaillent. Donc, c'est un commentaire que j'aimerais faire et je vous remercie de la question. Il y a également un commentaire de Lavinia Teixeira qui dit j'aurais aimé parler davantage sur la formation de groupe, que Lucia parle de la formation de groupe. Oui. Alors, formation de groupe, je pense que c'est une très bonne question. Je vous remercie de la question. Donc, on peut travailler. Ce que je fais, c'est d'essayer de varier pour que les élèves, un peu comme je disais, tisser des liens entre les élèves. C'est bien qu'ils travaillent avec de différentes personnes. On peut travailler avec des personnes, par exemple, parfois on peut travailler des élèves, un élève qui est un peu plus faible, il peut travailler avec un élève un peu plus fort. Dans ce cas, il y aura un des élèves, il va aider un peu plus l'autre, c'est possible. Donc, il y a plusieurs manières. Ou bien on peut laisser les plus forts ensemble, je pense que ça dépend et ça peut varier. Si on laisse les plus forts ensemble, il va falloir prévoir une deuxième tâche parce que probablement ils vont terminer avant les autres. Donc, je dirais juste ça. Donc, ou bien travail de collaboration, l'un va aider l'autre qui est un peu plus faible, ou bien si je mets les deux plus forts ensemble, peut-être que je vais devoir prévoir une autre tâche. Mais ce que j'aime surtout, c'est de varier et qu'on puisse faire plusieurs compositions de ce groupe. Je pense ça et pas toujours les mêmes. Donc, varier, peu importe si l'un est plus fort que les autres, varier, parce que c'est l'esprit de collaboration. Merci Lavinia pour la question et à vous Lucia pour la réponse. Je crois que c'est tout en termes de questions sur le chat, hein, si je ne m'abuse. Ingrid et Valdemar, je ne sais pas si de votre côté vous avez recensé des questions en plus ou des commentaires. Non, c'est ça. Ingrid dit non. Ok, super. Donc je ne sais pas si... Super. Je ne sais pas si certaines personnes souhaitent prendre la parole directement. En tout cas, vous en avez la possibilité. Normalement, vous pouvez activer vos micros parce que j'ai autorisé les participants à activer leur micro. Donc voilà, n'hésitez pas à activer vos micros si vous le souhaitez avant que l'on se quitte. Nous avons encore quelques petites minutes d'échange. J'ai la chance d'avoir Lucia Clalo avec nous encore pour quelques minutes. Donc n'hésitez pas à intervenir.
En attendant, le mot mystère a été écrit sur le chat. Je suis en train de le voir. Donc, pour celles et ceux qui ont demandé un certificat, regardez le chat. Le mot mystère est là. Bon, je crois que personne ne souhaite intervenir. Donc, peut-être on va se quitter pour aujourd'hui, si ça vous va. Merci beaucoup, Lucia, encore pour votre intervention. Il y a eu beaucoup de remerciements sur le chat tout au long de votre présentation. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un peu sur le chat, mais il y a eu beaucoup de remerciements, je crois, de plus ou moins tous les participants qui étaient là avec nous aujourd'hui. Donc voilà, merci encore, c'est très intéressant. On était ravis de vous revoir pour ce 24e webinaire. Et la semaine prochaine, on se voit une nouvelle fois, non pas pour un webinaire, mais pour une conférence en ligne, notre 5e conférence en ligne, qui sera animée par Daniel Ménès, qui nous parlera des questions et des discussions autour de l'écriture inclusive. Ça sera à 11h, heure de Brasilia. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur IFPROF Brésil. Et en attendant, on se retrouve aussi sur IFPROF Brésil pour partager plein de bonnes pratiques pédagogiques. Donc, merci à toutes et tous de votre participation. Merci, Lucia, et à très bientôt. Merci beaucoup, Marjorie. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Et au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, Lucia, merci. Merci à vous. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Un grand merci.